aventures de Thalia, épisode 16. Arrivée à la maison, Thalia pose immédiatement le bol sur la table de la cour pour recueillir l'eau de pluie. Puis elle se précipite à l'intérieur. Anise reste un petit peu en retrait, se demandant comment elle va être accueillie. Dans la cuisine, dans la chambre, personne. Tout est tel que Thalia l'a laissé quelques jours auparavant. Elle entend alors du bruit dans la pièce au-dessus de l'escalier en colimaçon. Sa maman est-elle en haut? Thalia monte l'escalier à toute allure jusqu'à la salle au tableau. Malheureusement, c'est Léon, le peintre, qui farfouille dans ses œuvres d'art. « Mais où l'ai-je donc posé? Quelle grosse patate de flan de citrouille je fais !» Il aperçoit alors Thalia. « Ah, tu es là, petite! Aurais-tu vu une toile avec un orage zébrant le ciel de Douméa? » Ce n'est pas celui-ci, posé devant vous? Ah, quelle truffade de céleri je fais! C'est celui-ci, tu as raison. Thalia sourit malgré sa déception. Le langage de Léon est surprenant, mais inspire parfois le patron de l'auberge de sa mère pour composer des plats étonnamment bons. Léon, aurais-tu vu ma mère? Ah non, pas depuis plusieurs jours, ma petite. J'étais très occupée dans mon atelier, je dois dire. J'ai rapporté 3 nouveaux tableaux à stocker quelques jours ici. Pas de problème, Léon. Tu emportes celui avec l'orage? Oui, j'ai un client. Il n'a jamais vu d'orage représenté sur une toile. J'espère qu'il va comprendre que je suis un génie, pas une sorte de raviole de chou rouge au homard ou je ne sais quoi. Léon repart avec son tableau. Il manque de se casser la figure dans l'escalier et crie en se traitant de « gratin de betterave au brocoli ». Anne-Lise apparaît. « C'est quoi cette pièce ?» On y stocke des tableaux pour Léon, notre ami peintre. Malheureusement, il ne sait pas où est ma mère. Anne-Lise admire, stupéfaite, les toiles colorées. L'une attire particulièrement son attention. Un guerrier, vêtu d'un simple gilet de fourrure sans manches, fait face à un ours blanc. Ce n'est pas un duel, au contraire. L'homme et la bête se regardent avec bienveillance. Un médaillon en forme d'ours polaire orne le torse nu du combattant. Des montagnes de glace s'élèvent autour d'eux. « Tu crois que ça existe vraiment, un tel paysage ?» demande Anne-Lise. Thalia n'en sait rien. « Il faudra demander à Léon. C'est possible. À Douméa, il fait chaud, mais je sais qu'il existe des endroits où le soleil brûle tout, et d'autres, au contraire, où le froid saisit trop pour qu'on puisse bouger. Je ne suis pas sûre que Léon voyage beaucoup, par contre. Il dessine certainement selon son imagination. C'est vraiment magnifique. » Après avoir passé un peu de temps à observer les toiles, Thalia fait visiter sa maison extraordinaire à Anne-Lise. Aucune pièce ne s'est ajoutée en son absence, ce qui ne la surprend pas. En général, c'est aux alentours de son anniversaire que ce phénomène se produit. Léon passe son temps à l'atelier. Peut-être que ma mère est revenue et qu'il ne s'en est pas rendu compte. Je vais voir à l'auberge où elle travaille. Il y a une vraie cohue là-bas. Il vaut mieux que tu ne m'accompagnes pas. D'accord, je vais en profiter pour nourrir la chèvre si tu veux. Et ensuite, je me reposerai. Thalia installe Annie dans sa chambre et se dirige vers le restaurant de sa mère. En chemin, alors qu'elle a dépassé la place principale, elle croise plusieurs personnes affolées qui courent dans tous les sens. Des gens fuient une cavalcade. Des soldats juchés sur des sangliers géants crient « Par ici! Je les ai vus partir dans cette direction !» Thalia a envie de courir parce que les montures sont énormes, mais elle a peur d'être prise pour une rebelle, car c'est visiblement ce que recherchent les gardes. Thalia se plaque contre le mur d'une maison pour laisser passer la troupe. Ils sont vraiment impressionnants, avec leurs groins qui reniflent au sol, puis ils relèvent leur museau avec un grognement de cochon. Thalia se dit que les rebelles sont soit un peu fous, soit très courageux. « Ça ne s'arrange pas », commente un vieillard qui se tient à côté de la jeune fille. « Ils en ont encore capturé 5 hier, des pauvres gus qui n'y étaient pour rien. » Thalia préfère ne pas s'en mêler. Sa mère lui a toujours recommandé de ne rien faire qui puisse attirer l'attention des soldats. Elle sourit vaguement à son voisin,
puis reprend la route. À l'auberge, il y a toujours autant de monde. Dans la cuisine, ça crie, ça s'affole. Le patron, mille-poté, est là. Ses rares cheveux se dressent sur la tête. Il est tout rouge et transpirant. Son tablier est maculé de taches de sauce. Il tient plusieurs plats dans ses mains, quand tout à coup il trébuche sur une petite table sur laquelle se trouvait pêle-mêle de la vaisselle sale et des assiettes toutes chaudes à apporter aux clients. Badaboum! Talia se précipite instinctivement. Elle parvient à rattraper un plat intact dont le contenu n'a pas volé heureusement. Elle le pose en sécurité sur le comptoir et s'agenouille pour ramasser les débris aux côtés d'un mille-poté encore plus rouge que quelques instants auparavant. Catastrophe! Talia, c'est toi? Ta mère n'est toujours pas venue? Quand reviendra-t-elle? Sans elle, c'est dur. Je venais justement voir si tu as des nouvelles d'elle. Non, et son absence nous cause beaucoup de tracas. Je ne peux pas faire tout seul, et Carlotta est malade. Ne peux-tu pas venir nous dépanner? C'est que je ne sais absolument pas cuisiner. Allons, ce n'est pas sorcier, tu dois bien savoir faire 2-3 plats. Talia a des scrupules à persister dans son refus. Mille-poté a l'air vraiment embarrassé. Et il commence à être fâché contre sa mère. Quand celle-ci reviendra, aura-t-elle toujours un emploi chez lui? Pour aider Mille-poté et ne pas causer trop de tort à sa mère, Talia finit par répondre. Je peux venir aider, mais je te redis que je ne suis pas très douée en cuisine. C'est parfait comme ça. Alors, comme tu es inexpérimentée, je te payerai la moitié de ce que je lui versais. Tu commences ce soir. Emmène un tablier propre et une petite besace avec un couteau et une gourde d'eau. Prépare-toi, il faudra tenir le rythme. Je ferai au mieux, Mille-poté. Talia finit de nettoyer les dégâts, pendant que Mille-poté retourne faire les assiettes renversées. Elle hausse les épaules. Elle ne pourra pas faire pire que la scène à laquelle elle vient d'assister. Elle est loin d'imaginer la suite. Après avoir informé Anise qu'elle va travailler et avoir préparé ses affaires, Talia repart vers l'auberge avec beaucoup d'appréhension. Sur le chemin, elle est surprise par un cri qu'elle a déjà entendu il y a quelques jours. Ya ya ya! Elle se retourne brusquement. Un petit animal bleu, avec une fourrure qui semble toute douce, des oreilles de lapin et une queue touffue entre le chat et le renard, la regarde. Il est vraiment adorable. Oh, c'est donc toi qui me suivais? Elle se rappelle alors brusquement les circonstances dans lesquelles elle a déjà entendu ce cri. C'est ce qui l'avait réveillée quand la vieille Marge et son complice tentaient de mettre le feu à la boutique de l'apothicaire. Je croyais que tu vivais dans la forêt, toi. Mais non, tu m'as suivi en ville. Le petit animal s'assoit et la regarde en penchant la tête. Il est vraiment très mignon. Talia se sent fondre. Tu ne peux pas rester avec moi, malheureusement. Je vais travailler dans une cuisine et cela pourrait être dangereux. Tu as une jolie fourrure bleue. Je ne veux pas que tu aies des poils roussis par le feu. L'animal continue de la scruter. Allez, va-t'en! Il ne bouge pas, reste immobile en la dévisageant. Allez, file, mignon petit animal, va dans la forêt! Talia décide alors de ne plus perdre de temps et se dit qu'en l'ignorant, il trouvera le moyen de repartir dans la nature. C'était bien mal le connaître. La suite au prochain épisode.